Bonjour à tous. Voilà, alors je viens vous présenter le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui sera notre sujet de discussion pour ce dimanche 17 décembre dans le cadre du club de lecture. Voilà. Bon, voilà, le deuxième tome, c'est un pavé. Et le deuxième sexe, premier tome. Mais bon, je pense que normalement, on a tous plutôt lu le premier tome. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait une petite sélection. Je vais lire quelques passages. Et peut-être que je lirai pour le deuxième tome juste la quatrième de couverture. Et peut-être qu'à la fin aussi, je vous lirai les dernières pages de Rebecca Solnit, Ces hommes qui m'expliquent la vie, parce que c'est un petit écho à Simone de Beauvoir. Après aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je vais commencer par les premières pages du deuxième sexe. Vous avez vu là, Simone, il n'y a qu'un œil. Ah ah, toute la symbolique, un seul œil, il n'y a pas deux yeux. Toute cette symbolique. Et elle commence avec des citations. Donc, on commence avec Pythagore. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Merci Pythagore. Donc, effectivement, puisque dans le deuxième siècle, elle revient sur toute la mythologie et tous les mythes autour de ce que serait la femme, de ce que serait l'homme. Donc, c'est pour ça qu'elle met la citation de Pythagore. Et Poulain de la Barre, tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. Hein, bon, on sait très bien qu'on pourrait dire la même chose sur l'histoire. Hein. L'histoire a été écrite par les gagnants et par les hommes. Donc, c'est en partie suspect, puisqu'on est juge et parti. Alors, on va commencer peut-être avec l'introduction, parce qu'elle me semble assez intéressante et elle définit un petit peu toute la teneur du livre. Voilà, bon, il faut aussi replacer dans le contexte, hein, Simone de Beauvoir publie ce livre après la Seconde Guerre mondiale. C'est une femme qui faisait partie de la bourgeoisie française, mais le grand-père, qui était dans une banque, a subi un déclassement parce que sa banque a eu une faillite, une banqueroute. Voilà, donc Simone et sa sœur ont été appelées à devoir faire des études et travailler. Voilà le contexte. Et elle, voilà ce qu'elle dit dans son introduction. J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes, et il n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close. N'en parlons plus. On en parle encore cependant. Et il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Y a-t-il même des femmes? Certes, la théorie de l'éternel féminin compte encore des adeptes. Ils chuchotent. Même en Russie, elle reste bien femme. Mais d'autres gens bien informés, et les mêmes aussi quelquefois soupirent. La femme se perd, la femme est perdue. On ne sait plus bien s'il existe encore des femmes, s'il en existera toujours, s'il faut ou non le souhaiter, quelle place elles occupent dans le monde, quelle place elles devraient y occuper. Où sont les femmes? Demandait récemment un magazine intermittent. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une femme? Tota mujer inutile. C'est une matrice, dit l'un. Cependant, parlant de certaines femmes, les connaisseurs décrètent « ce ne sont pas des femmes ».
bien qu'elles aient un utérus comme les autres. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui, comme autrefois, à peu près la moitié de l'humanité. Et pourtant, on nous dit que la féminité est en péril. On nous exhorte. Soyez femme, restez femme, devenez femme. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer à cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien? Platonicien, c'est en lien avec Platon, Platon, Socrate, le philosophe. Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire redescendre sur Terre? Bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner, le modèle n'en a jamais été déposé. On la décrit volontiers en termes vagues et miroitants, qui semblent empruntés au vocabulaire des voyantes. Au temps de saint Thomas, elle apparaissait comme une essence, aussi sûrement définie que la vertu dormitive du pavot. Parce que le pavot, c'est une plante qui a des propriétés pour faire dormir. Donc, c'est pour ça la vertu dormitive du pavot. Mais le conceptualisme a perdu du terrain. Les sciences biologiques et sociales ne croient plus en l'existence d'entités immuablement fixées qui définiraient des caractères donnés tels que ceux de la femme, du juif ou du noir. Elles considèrent le caractère comme une réaction secondaire à une situation. S'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Cela signifie-t-il que le mot « femme » n'ait aucun contenu? C'est ce qu'affirment vigoureusement les partisans de la philosophie des Lumières, du rationalisme, du nominalisme. Les femmes seraient cependant, parmi les êtres humains, ceux qu'on désigne arbitrairement par le mot « femme ». En particulier, les Américaines pensent volontiers que la femme, en tant que telle, n'a plus lieu. Si une attardée se prend encore pour une femme, ses amis lui conseillent de se faire psychanalyser afin de se délivrer de cette obsession. À propos d'un ouvrage d'ailleurs fort agaçant intitulé « Modern Woman, a Lost Sex », donc femme moderne, le sexe perdu, un sexe perdu, Dorothy Parker a écrit « Je ne peux être juste pour les livres qui traitent de la femme en tant que femme. Mon idée, c'est que tous, aussi bien hommes que femmes, qui que nous soyons, nous devons être considérés comme des êtres humains. Mais le nominalisme est une doctrine un peu courte et les antiféministes ont beau jeu de montrer que les femmes ne sont pas des hommes, assurément la femme est comme l'homme un être humain. Mais une telle affirmation est abstraite. Le fait est que tout être humain concret est toujours singulièrement situé. Refuser les notions d'éternel féminin, d'âme noire, de caractère juif, ce n'est pas nier qu'il y ait aujourd'hui des juifs, des noirs, des femmes. Cette négation ne représente pas, pour les intéressés, une libération, mais une fuite inauthentique. Il est clair qu'aucune femme ne peut prétendre, sans mauvaise foi, se situer par-delà son sexe. Une femme écrivain connue a refusé, voici quelques années, de laisser paraître son portrait dans une série de photographies consacrée précisément aux femmes écrivains. Aujourd'hui, on dirait aux écrivaines, aux femmes écrivaines. Elle voulait être rangée parmi les hommes. Mais pour obtenir ce privilège, elle utilisa l'influence de son mari. Les femmes qui affirment qu'elles sont des hommes n'en réclament pas moins des égards et des hommages masculins. Je me rappelle aussi cette jeune trotskiste debout sur une estrade au milieu d'un meeting houleux et qui s'apprêtait à faire le coup de poing malgré son évidente fragilité. Elle niait sa faiblesse féminine,
mais c'était par amour pour un militant dont elle se voulait l'égale. L'attitude de défi dans laquelle se crispent les Américaines prouve qu'elles sont hantées par le sentiment de leur féminité. Et en vérité, il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus, dont les vêtements, le visage, le corps, le sourire, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différentes. Peut-être ces différences sont-elles superficielles, peut-être sont-elles destinées à disparaître. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Si sa fonction de femelle ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons aussi de l'expliquer par l'éternel féminin, et si cependant nous admettons que, fût-ce à titre provisoire, il y a des femmes sur Terre, nous avons donc à nous poser la question, qu'est-ce qu'une femme? Voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour l'introduction, mais je trouve que ça montre tout de suite ces idées de phénoménologie. Hein. On va regarder les phénomènes existants, on va décrire ce qu'on observe dans la société et aussi l'existentialisme. On parle déjà de l'opposition entre l'existentialisme et l'essence, la notion de il y aurait des choses complètement naturelles et le fameux on ne naît pas femme, on le devient, hein, qui vient, qui est une reprise d'Erasme et qui est aussi une reprise d'autres. Hein. Après, il y avait aussi un religieux avant, on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas homme, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient. Donc, et puis, vous voyez, elle utilise le terme un être humain femelle, un être humain mâle. Et c'est intéressant pour nous remettre dans une catégorie d'espèces. Nous sommes une espèce animale. Et c'est vrai qu'en français, si on dit un mâle, une femelle, on le dit pour des animaux, pour des chiens, des chats. Est-ce que c'est une femelle ou un mâle? Mais on ne le dit pas pour des êtres humains. Donc là, elle fait exprès. Alors, ou quand on le dit, c'est plutôt souvent péjoratif. Hein, si on dit d'une femme, c'est une femelle, ça peut avoir des connotations sexuelles. Si on dit c'est un mâle, il joue le mâle, soit c'est pour se moquer, soit c'est pour dire oui, c'est un vrai mâle, mais il y a aussi des connotations sexuelles. Et là, donc, elle utilise à dessein le terme un être humain femelle, un être humain mâle. Alors, on va aller plus loin, je vais me diriger plus loin. Donc, Simone va parler de tous les mythes autour de ce que serait la femme, la nature. Donc, elle va prendre le point de vue de la biologie, elle va avoir une attitude de phénoménologie en regardant ce que dit la biologie, ce que dit la psychanalyse, ce que dit l'histoire, ce que dit le droit, notamment via le mariage. Elle va faire beaucoup de références à la littérature, quelle est l'image de la femme qui est véhiculée dans la littérature. Donc, il y a plein de références, c'est extrêmement documenté, c'est un travail phénoménal. Donc, et là, j'ai choisi d'être sur les dernières pages du deuxième sexe, où elle reprend un petit peu tout ça. Le fait est qu'elle serait bien embarrassée quand elle dit elle, c'est l'être féminin, hein, donc la femme, l'être féminin. Le fait est qu'elle serait bien embarrassée de décider qui elle est. La question ne comporte pas de réponse. Mais ce n'est pas que la vérité soit cachée, soit trop ondoyante pour se laisser cerner. Ondoyante, ça veut dire mouvant, qui bouge.
c'est qu'en ce domaine, il n'y a pas de vérité. Un existant n'est rien d'autre que ce qu'il fait. Hein, donc, quand on dit c'est l'existence précède l'essence. C'est ce que nous faisons qui va définir qui nous sommes. Hein. Le possible ne déborde pas le réel. L'essence ne précède pas l'existence. C'est le contraire. Dans sa pure subjectivité, l'être humain n'est rien. On le mesure à ses actes. D'une paysanne, on peut dire qu'elle est une bonne ou une mauvaise travailleuse. D'une actrice, qu'elle a ou n'a pas de talent. Mais si on considère une femme dans sa présence immanente, hein, ce qui est immanent, ce qui est intérieur, on ne peut absolument rien en dire. Elle est en deçà d'aucune qualification. Or, dans les relations amoureuses ou conjugales, dans toutes les relations où la femme est la vassale, l'autre, c'est dans son immanence qu'on la saisit. Il est frappant que la camarade, la collègue, l'associé soit sans mystère. En revanche, si le vassal est mâle, si en face d'un homme ou d'une femme plus âgée que lui, plus riche, un jeune garçon par exemple, apparaît comme l'objet inessentiel, il s'enveloppe lui aussi de mystère. Et ceci nous découvre une infrastructure du mystère féminin qui est d'ordre économique. Un sentiment non plus n'est rien. Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l'imaginaire, écrit Gide. Et il suffit d'imaginer qu'on aime pour aimer. Ainsi suffit-il de se dire qu'on imagine aimer quand on aime pour aussitôt aimer un peu moins. Entre l'imaginaire et le réel, il n'y a de discrimination qu'à travers des conduites. L'homme détenant en ce monde une situation privilégiée, c'est lui qui est à même de manifester activement son amour. Très souvent, il entretient la femme, et du moins, il l'aide. En l'épousant, il lui donne une position sociale. Il lui fait des cadeaux. Son indépendance économique et sociale lui permet des initiatives et des inventions. Séparé de Madame de Villeparisis, c'est Monsieur de Norpois qui faisait des voyages de 24 heures pour la rejoindre. Très souvent, il est occupé, elle est oisive. Le temps qu'il passe avec elle, il le lui donne. Elle le prend avec plaisir, avec passion ou simplement pour se distraire. Accepte-t-elle ses bienfaits par amour ou par intérêt? Aime-t-elle le mari ou le mariage? Bien entendu, les preuves même que donne l'homme sont ambiguës. Tel don est-il consenti par amour ou par pitié? Mais tandis que normalement la femme trouve au commerce de l'homme quantité d'avantages, le commerce de la femme n'est profitable à l'homme que dans la mesure où il l'aime. Aussi, d'après l'ensemble de son attitude, on peut à peu près estimer le degré de son attachement. Tandis que la femme n'a guère le moyen de sonder son propre cœur, selon ses humeurs, elle prendra sur ses sentiments des points de vue différents, et tant qu'elle les subira passivement, aucune interprétation ne sera plus vraie qu'une autre. Au cas assez rare où c'est elle qui détient les privilèges économiques et sociaux, le mystère se renverse, ce qui montre bien qu'il n'est pas lié à ce sexe plutôt qu'à cet autre, mais à une situation. Pour un grand nombre de femmes, les chemins de la transcendance sont barrés. Donc, dans la transcendance, ce serait être un appel vers l'extérieur, vers le plus haut, vers l'autre. Parce qu'elles ne font rien, elles ne se font être rien. Elles se demandent indéfiniment ce qu'elles auraient pu devenir, ce qui les conduit à s'interroger sur ce qu'elles sont. C'est une vaine interrogation. Si l'homme échoue à découvrir cette essence secrète, c'est que tout simplement, elle n'existe pas. Maintenue en marge du monde, la femme ne peut se définir objectivement à travers ce monde et son mystère, ne découvre que du vide.
En outre, il arrive que, comme tous les opprimés, elle dissimule délibérément sa figure objective. L'esclave, le serviteur, l'indigène, tous ceux qui dépendent des caprices d'un maître ont appris à lui opposer un immuable sourire ou une énigmatique impassibilité. Leurs vrais sentiments, leur vraie conduite, ils les cachent soigneusement. À la femme aussi, on apprend depuis l'adolescence à mentir aux hommes, à ruser, à biaiser. Elle les aborde avec des visages d'emprunt. Elle est prudente, hypocrite, comédienne. Mais le mystère féminin, tel que le reconnaît la pensée mythique, est une réalité plus profonde. En fait, il est immédiatement impliqué dans la mythologie de l'autre absolu. Si on admet que la conscience inessentielle est elle aussi une subjectivité translucide capable d'opérer le cogito, on admet qu'elle est en vérité souveraine et qu'elle retourne à l'essentiel. Pour que toute réciprocité apparaisse impossible, il faut que l'autre soit pour soi un autre, que sa subjectivité que sa subjectivité même soit affectée par l'altérité. L'altérité, c'est l'autre. Cette conscience qui serait aliénée en tant que conscience, dans sa pure présence immanente, serait évidemment mystère. Elle serait mystère en soi du fait qu'elle le serait pour soi. Elle serait le mystère absolu. C'est ainsi qu'il y a, par-delà le secret que crée leur dissimulation, un mystère du noir, du jaune, en tant qu'ils sont considérés absolument comme l'autre inessentiel. Il faut remarquer que le citoyen américain, qui déconcerte profondément l'Européen moyen, n'est cependant pas considéré comme mystérieux. Plus modestement, on assure qu'on ne le comprend pas. Ainsi, la femme ne comprend pas toujours l'homme, mais il n'y a pas de mystère masculin. C'est que la riche Amérique, le mâle, sont du côté du maître et que le mystère est propriété de l'esclave. Bon, on pourrait lire ça pendant des heures. Bon, j'espère que vous n'avez pas la tête, il n'y a pas trop de fumée qui sort de votre tête. Mais effectivement, chez Simone de Beauvoir, elle va décrire les situations, comment aussi se comportent. C'est comme une sociologue, une anthropologue. Elle regarde comment se comportent les gens, pourquoi ils se comportent comme ça, quelles sont les explications. Voilà, et puis toute la mythologie autour de la femme, mais bien sûr, elle développe l'existentialisme, un existentialisme athée, hein, pas un existentialisme chrétien comme Kierkegaard ou le philosophe Marcel, mais c'est l'existentialisme athée. En gros, elle dit, nous sommes maîtres de notre vie, nous décidons. Avoir des ovaires, être une femme ne nous condamne pas à une vie pourrie. Bon, elle ne le dit pas comme ça, mais en gros, c'est ça. Alors, elle ne nie pas qu'il y a des déterminismes sociaux, hein, parce que, bien évidemment, c'est une évidence. Elle le dit, mais quand même, globalement, moi, je trouve que, voilà, c'est pas assez présent. Oui, on a un libre arbitre, ok, mais quelle est cette proportion de libre arbitre réel dans notre vie? Elle semble quand même infime, et pour ça, je vous renvoie au livre de Samia Karaki, sur Le talent est une fiction. J'avais fait une vidéo ou un podcast là-dessus pour relater le livre, et voilà, donc ça pourrait compléter la lecture de Simone de Beauvoir. Voilà, et on va finir avec un dernier texte. En complément, je vais vous lire les dernières pages, un extrait plus exactement, de Rebecca Solnit, hein, qui est une historienne de la culture, une théoricienne de l'art américaine.
qui a beaucoup travaillé sur le féminisme, ces hommes qui m'expliquent la vie. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant comme prolongement. Là, je vais vous le lire. Donc là, sur le nouveau féminisme. Le nouveau féminisme rend les problèmes visibles en développant de nouvelles méthodes, sans doute accessibles parce que beaucoup de choses ont déjà changé. Une étude sur le viol en Asie a tiré des conclusions alarmantes sur son étendue, mais a aussi introduit l'expression sexual entitlement, droit au sexe, pour expliquer pourquoi ces crimes sont si courants. L'autrice du rapport, le docteur Emma Fulu, explique: les hommes croient qu'ils ont le droit d'avoir des rapports sexuels avec une femme, même sans son consentement. En d'autres termes, cette femme n'a aucun droit. Où ont-ils appris ça? Le féminisme, ainsi que l'a remarqué Marie Shea en 1986, est cette notion radicale que les femmes sont des gens. Une notion qui n'est pas acceptée universellement, mais qui gagne du terrain malgré tout. Bon, là, il y a un petit côté ironique, hein. Elle se moque. L'évolution du dialogue est encourageante, de même que l'engagement grandissant des hommes dans le féminisme. Il y a toujours eu des soutiens masculins. Lorsque s'est tenue la première convention pour les droits des femmes à Seneca Falls, New York en 1848, 32 des 100 signataires du manifeste calqué sur la déclaration d'indépendance étaient des hommes. Pour autant, cela est considéré comme un problème de femmes. À l'instar du racisme, la question de la misogynie ne peut être uniquement résolue par celles qui en sont victimes. Les hommes qui ont tout compris savent aussi que le féminisme n'est pas un complot pour priver les hommes de leur liberté, mais une campagne pour tous nous libérer. Et nous avons besoin de nous libérer de bien des choses, d'un système qui attache du prix à la compétition sans pitié, au court terme à l'individualisme forcené, un système qui sait si bien se mettre au service de la destruction de l'environnement et du consumérisme effréné, cet arrangement qu'on peut appeler capitalisme. Il incarne le pire du machisme tout en mettant à mal tout ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Les hommes s'y adaptent mieux, mais au bout du compte, cela n'est vraiment utile à aucune de nous. Observons les mouvements tels que la révolution zapatistes dont l'idéologie est assez vaste pour englober des perspectives aussi bien féministes qu'environnementales, économiques et indigénistes. Ce pourrait bien être l'avenir du féminisme, qui n'est pas le féminisme seul, ni le présent du féminisme. Les zapatistes se sont soulevés en 1994 et continuent la lutte aujourd'hui, tout comme des myriades d'autres porteurs de projets qui réinventent qui nous sommes, ce que nous voulons et comment nous pourrions vivre. Je m'arrête là, mais je trouvais intéressant de faire le lien. Et ce que je vous proposerai, c'est peut-être effectivement d'avoir une réflexion, un échange en tout cas, à la fois philosophique, sur peut-être l'existentialisme, peut-être le féminisme, et puis d'avoir vos réactions, ce qui vous a interpellé, ce que vous trouvez toujours d'actualité. Voilà ce que je vous proposerai de faire. Donc, on se retrouve dimanche pour ça. Plein de bonnes choses à vous et j'ai hâte d'échanger avec vous. Au revoir, à dimanche.